Un pauvre chauffeur de taxi sauve une jeune fille, évanoue, sans savoir qu'elle est la fille d'un millionnaire et qu'elle allait tomber amoureuse. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le ciel parisien s'embrasait d'une teinte rose orangée lorsque Mathieu Lenoir ouvrit les volets de son modeste appartement dans le Marais. À 42 ans, ses tempes légèrement grisonnantes trahissaient les épreuves d'une vie qui avait perdu sa saveur. Il contempla les toits de zinc et les cheminées qui se découpaient contre l'horizon, respirant profondément l'air frais du matin chargé des arômes de pain frais provenant de la boulangerie en bas de son immeuble. Ses doigts effleurèrent machinalement la petite bouteille de parfum posée sur sa commode, le dernier flacon créé par son père avant sa mort. Maître parfumeur reconnu, Antoine Lenoir avait bâti un empire que Mathieu avait refusé de reprendre, préférant la solitude de son atelier de restauration de meubles anciens. 15 ans s'étaient écoulés depuis cette rupture familiale, 15 ans où il avait évité chaque manifestation liée au monde des parfums. Aujourd'hui, c'est différent, murmura-t-il, en observant l'invitation posée près de la bouteille. La maison Lenoir célébrait son centenaire et sa sœur Claire, qui avait repris l'entreprise, l'implorait de revenir, ne serait-ce que pour cette soirée. Dans la salle de bain, Mathieu s'examina dans le miroir. Son visage anguleux portait les marques d'une mélancolie persistante. Il passa ses mains sur ses joues mal rasées, hésitant. Le souvenir de sa dernière conversation avec son père lui revint. Des mots durs, des vérités crues, échangées comme des coups. « Tu abandonnes notre héritage », avait tonné Antoine. « Ce don qui coule dans nos veines depuis 4 générations. Ce n'est pas mon don, c'est ta prison », avait répondu Mathieu avant de claquer la porte. Le parfumeur déboucha le flacon, et une fragrance complexe emplit la pièce, des notes de bergamote, de bois de santal, et ce mystérieux accord que son père n'avait jamais voulu lui révéler. Cette composition unique, baptisée « l'aube éternelle », devait être le couronnement de la carrière d'Antoine. Mais la maladie l'avait emporté avant son lancement. La sonnerie du téléphone interrompit sa réflexion. La voix chaleureuse de Claire résonna dans l'appareil. « Mathieu, tu vas venir ce soir, n'est-ce pas? J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Un silence s'installa. Mathieu fixait le flacon de parfum. « Je ne sais pas, Claire. Papa t'a laissé quelque chose, » coupa-t-elle. « Quelque chose. Un qu'il voulait que tu découvres seulement maintenant, s'il te plaît. » Son cœur se serra, 15 ans de silence et de rancœur, mais aussi 15 ans de regrets inavoués. « D'accord, » céda-t-il finalement. Après avoir raccroché, Mathieu s'habilla lentement, choisissant un costume qu'il n'avait pas porté depuis l'enterrement de son père. Il sortit dans les rues de Paris, marchant sans but précis, ses pensées tournoyant comme les feuilles d'automne sur les quais de la Seine. Midi sonnait aux cloches de Saint-Paul lorsqu'il s'arrêta devant une vitrine, la devanture élégante de la boutique Lenoir, la première ouverte par son arrière-grand-père en 1924. À travers la vitre, il aperçut les flacons précieux, alignés comme des soldats, gardiens d'émotions et de souvenirs embouteillés. Une silhouette apparut dans la boutique, une jeune femme aux cheveux auburn, qui arrangeait un présentoir. Elle leva les yeux et croisa son regard à travers la vitre. Surprise, elle s'approcha et ouvrit la porte. « Monsieur Lenoir ? Mathieu Lenoir ?» Décontenancé, il acquiesça. « Juliette Mercier, se présenta-t-elle. Je suis l'assistante de votre sœur. Elle m'a beaucoup parlé de vous. » Il y avait quelque chose dans ses yeux verts qui troubla Mathieu, une intelligence vive, une curiosité sincère. Elle l'invita à entrer, mais il recula d'un pas. « Je ne peux pas, » murmura-t-il. « Pas encore. Votre père disait que vous aviez le nez le plus exceptionnel de la famille, » dit-elle doucement. « Il regrettait que vous n'ayez jamais exploré ce don. » Ces mots frappèrent Mathieu comme un coup au cœur. « Mon père disait cela? À vous? J'étais son apprenti avant sa mort. Il me parlait souvent de vous, » expliqua Juliette. « Il gardait vos créations d'enfance, vous savez, ces petits mélanges que vous faisiez à 10 ans. » La révélation le laissa sans voix.
Son père, si critique, si exigeant, avait conservé ses expérimentations maladroites. Juliette lui tendit une enveloppe scellée. « Claire, voulez vous donner ceci ce soir, mais peut-être devriez-vous le lire maintenant. » Mathieu prit l'enveloppe, reconnaissant immédiatement l'écriture élégante de son père. Ses mains tremblèrent légèrement. « C'est une lettre qu'il a écrite pour vous juste avant de mourir, » précisa-t-elle. « Il n'a jamais eu le courage de vous l'envoyer. » Au coin de la rue, une bourrasque soudaine emporta des pétales de fleurs qui tourbillonnèrent autour d'eux comme une neige parfumée. Mathieu serra l'enveloppe contre lui, sentant le poids des années s'alléger imperceptiblement. « Merci, » dit-il simplement. Juliette sourit. « À ce soir, alors ?» Mathieu hésita, puis hocha la tête, son regard croisant celui de la jeune femme. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose s'éveiller en lui. Une curiosité, peut-être même un espoir. Alors qu'il s'éloignait, l'enveloppe serrée dans sa main, le vent tourna, apportant avec lui les fragrances mêlées de la ville, l'odeur des marrons chauds, le parfum des tilleuls, et quelque chose d'indéfinissable qui lui rappelait les mots de son père. Un grand parfum raconte une histoire qui n'a pas besoin de mots. Ce soir, il découvrirait enfin quelle histoire son père avait voulu lui raconter. L'enveloppe entre ses mains semblait peser 1 tonne. Mathieu s'installa sur un banc face à la Seine, les rayons du soleil déclinant caressant son visage tendu. Autour de lui, Paris continuait sa danse éternelle. Les bateaux-mouches glissaient sur l'eau, des couples se promenaient, main dans la main, indifférents au drame qui se jouait dans son cœur. Après plusieurs minutes d'hésitation, il déchira délicatement le papier et déplia la lettre. L'écriture de son père, cette calligraphie élégante qu'il reconnaîtrait entre mille, semblait plus fragile qu'autrefois. « Mon cher fils, quand tu liras ces mots, je ne serai plus là pour voir la colère, ou peut-être le pardon, dans tes yeux. Je t'écris avec des doigts qui peinent à tenir ce stylo, mais avec un cœur qui déborde de tout ce que je n'ai jamais su te dire. J'ai été injuste envers toi. J'ai confondu mon ambition avec ton bonheur, mon héritage avec ta destinée. Ce n'est que face à la mort que j'ai compris ma plus grande erreur. Un parfum sans âme n'est qu'une odeur passagère, tout comme une vie sans authenticité n'est qu'une existence empruntée. Dans le coffre de mon bureau se trouve la formule complète de l'aube éternelle. Elle n'a jamais été achevée, car il lui manquait quelque chose que je n'ai jamais su capturer, cette essence que toi seul possèdes. Pardonne-moi, Mathieu, d'avoir voulu faire de toi mon reflet plutôt que de célébrer ta lumière unique. Avec tout mon amour et mes regrets, ton père, Antoine. » Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant, se perdant dans sa barbe, naissante. 15 années de ressentiment s'évaporaient comme une note de tête trop volatile, laissant place à une douleur plus profonde, plus authentique, celle d'un deuil jamais vraiment achevé. La maison Lenoir resplendissait ce soir-là. L'hôtel particulier du Faubourg Saint-Honoré, siège historique de l'entreprise, avait revêtu ses plus beaux atours pour célébrer son centenaire. Des lanternes suspendues dans les jardins créaient une atmosphère féerique, tandis que l'élite parisienne du monde de la parfumerie se pressait dans la cour pavée. Mathieu observait la scène depuis le trottoir d'en face, hésitant encore. La lettre de son père avait ouvert une brèche dans sa carapace, mais franchir ce portail signifiait bien plus qu'une simple réconciliation familiale. « Vous comptez rester planté là toute la soirée ?» La voix de Juliette le fit sursauter. Elle portait une robe émeraude qui mettait en valeur ses yeux et tenait 2 coupes de champagne. « J'admire le spectacle, » répondit-il avec un sourire incertain, en acceptant le verre qu'elle lui tendait. « Claire vous cherche partout. Elle commence à croire que vous avez changé d'avis. J'ai failli le faire, admit-il. 15 ans d'absence, c'est long. Je ne sais même pas si j'ai encore ma place ici. » Juliette le considéra un instant, puis pointa du doigt une affiche géante suspendue sur la façade du bâtiment. Un portrait d'Antoine Lenoir, avec, à ses côtés, des photos plus petites de tous les membres de la famille, qui avaient contribué à l'entreprise. Mathieu y figurait, plus jeune, souriant à l'objectif avec une insouciance depuis longtemps perdue.
Votre place n'a jamais été occupée par personne d'autre, dit-elle simplement. Ils traversèrent ensemble le jardin illuminé. À leur passage, les conversations s'interrompaient brièvement, des regards curieux suivant cet homme que beaucoup reconnaissaient, mais que peu avaient vu ces dernières années. Claire l'attendait en haut des marches du perron. Plus petite que dans son souvenir, les cheveux désormais coupés courts, elle conservait cependant cette énergie débordante qui avait toujours caractérisé sa sœur cadette. À sa vue, son visage s'illumina. « Tu es venue ?» murmura-t-elle en l'étreignant longuement. « J'ai presque cru que... » « J'ai lu sa lettre, » coupa doucement Mathieu. Claire hocha la tête, les yeux brillants. « Il y a autre chose. Suis-moi. » Elle le guida à travers les salons bondés jusqu'à une porte discrète au fond du bâtiment. Une clé ancienne dans sa main, elle l'ouvrit sur un escalier en colimaçon qui descendait vers les caves. « Le laboratoire de papa, » expliqua-t-elle. « Personne n'y est entré depuis sa mort. Même moi, je n'ai fait qu'y jeter un coup d'œil pour l'inventaire. » L'air devint plus frais, chargé d'effluves complexes, bois précieux, résines, fleurs, séchées, et cette indéfinissable odeur de création qui avait bercé l'enfance de Mathieu. Au bas des marches, Claire alluma une série de lampes qui révélèrent un vaste espace voûté entièrement dédié à l'art de la parfumerie. Des étagères croulaient sous le poids de flacons étiquetés à la main. Un orgue à parfum trônait. Au centre, ces centaines de petites bouteilles, rangées méticuleusement selon un système qu'Antoine Lenoir était le seul à comprendre parfaitement. Des carnets de notes s'empilaient sur un bureau antique, chronique silencieuse d'une vie consacrée à capturer l'éphémère. « Claire, » commença Mathieu, ému, « je ne comprends pas pourquoi tu... » « Regarde, » l'interrompit-elle en désignant une vitrine fermée à clé. À l'intérieur, alignés comme des soldats miniatures, se trouvait une vingtaine de petits flacons colorés que Mathieu reconnut immédiatement. Ces créations d'enfance et d'adolescence, soigneusement préservées et étiquetées de la main de son père, Mathieu 8 ans, rose et orange, Mathieu 12 ans, expérience forêt humide. Il les gardait ici, dans son sanctuaire, expliqua Claire. Il les sentait parfois quand il pensait que personne ne le regardait. Mathieu effleura la vitre du bout des doigts, incapable de parler. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Claire en se dirigeant vers le coffre-fort encastré dans le mur. « La combinaison est à date de naissance, » ajouta-t-elle en s'écartant. Les doigts tremblants, Mathieu composa les 6 chiffres. La porte s'ouvrit avec un déclic sourd, révélant plusieurs documents et un coffret en bois précieux. Il prit ce dernier et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait un flacon en cristal taillé contenant un liquide ambré accompagné d'un carnet relié en cuir. L'étiquette indiquait simplement « L'aube éternelle, formule finale ». « Je croyais que cette formule n'avait jamais été terminée », murmura Mathieu. « C'est ce que nous pensions tous », confirma Claire. « Ouvre le carnet. » La première page, écrite de la main d'Antoine, portait une dédicace qui fit chavirer le « Hugueur de Mathieu. Pour mon fils, Mathieu, le véritable héritier de mon don mais pas de mes erreurs. À toi de décider si cette création mérite de voir le jour. » Feuilletant rapidement les pages, Mathieu découvrit les secrets de la dernière création de son père, une formule révolutionnaire combinant des techniques ancestrales et des innovations modernes. Mais, à la dernière page, une phrase énigmatique attira son attention. L'ingrédient final manque. Seul celui qui comprend que le parfum est mémoire pourra le trouver. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-il à Claire. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-elle. « Mais ce soir, nous devons annoncer le lancement d'une nouvelle création pour marquer le centenaire. Le conseil d'administration a décidé de commercialiser l'aube éternelle telle qu'elle, sans cet ingrédient manquant. Les tests marketing sont excellents. La production commence dans 3 jours. » Mathieu la regarda, incrédule. « Vous allez vendre une œuvre inachevée, la dernière création de papa. Les affaires sont les affaires, Mathieu. Tu as renoncé à ton droit de vote quand tu as quitté l'entreprise. » La voix venait de l'entrée du laboratoire. Un homme élégant
dans un costume impeccable, les observait. Victor Dumas, directeur financier de la Maison Lenoir depuis 20 ans, et désormais président du conseil d'administration. Victor, salua froidement Mathieu, toujours aussi pragmatique, toujours aussi idéaliste, rétorqua l'homme avec un sourire calculateur. Ton père était un génie, mais même lui admettait que la perfection est un luxe que l'industrie ne peut pas toujours s'offrir. Claire semblait mal à l'aise. Victor a raison sur un point, Mathieu. Nous avons des délais, des investisseurs et un héritage. Coupa Mathieu. Un héritage qui mérite mieux que d'être bradé pour quelques millions supplémentaires. Victor s'approcha, prenant le carnet des mains de Mathieu avec une désinvolture étudiée. Charmant sentimentalisme. Mais la question est réglée. Le conseil a voté. Pas tout à fait, intervint une nouvelle voix. Juliette se tenait dans l'encadrement de la porte, un document à la main. Pardon de vous interrompre, mais j'ai fait quelques recherches aux archives. Elle tendit le papier à Claire. C'est le testament complet d'Antoine Lenoir. La clause spéciale concernant l'aube éternelle stipule que sa commercialisation requiert l'approbation unanime des héritiers Lenoir, indépendamment de leur implication dans l'entreprise. Le visage de Victor se décomposa. C'est absurde. Mathieu a renoncé à ses droits, à ses actions, pas à son héritage, corrigea Juliette. La différence est subtile, mais juridiquement contraignante. Claire parcourut le document, puis regarda son frère. Elle a raison. Tu as ton mot à dire. Un silence pesant s'installa dans le laboratoire. Victor fixait Mathieu avec une hostilité à peine voilée. Tu ne comprends rien aux affaires, siffla-t-il. Cette entreprise a besoin de ce lancement. Cette entreprise a besoin d'authenticité, répliqua Mathieu. C'est ce que mon père a toujours défendu. Il se tourna vers Claire. Donne-moi une semaine, juste une semaine pour comprendre ce que père voulait dire par l'ingrédient final. Victor émit un rire méprisant. Une semaine pour résoudre une énigme que personne n'a comprise en 5 ans? Tu te prends pour quoi? Un messie? De la parfumerie? Non, intervint Juliette. Il est simplement le fils de son père. Elle s'approcha de Mathieu et ajouta à voix basse « J'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose que votre père m'a confié avant sa mort. » Victor s'avança menaçant. « Mademoiselle Mercier, puis-je vous rappeler que vous êtes liés par un contrat de confidentialité qui ne s'applique pas aux dernières volontés d'Antoine Lenoir, répondit-elle calmement. Mathieu regarda tour à tour Juliette, dont les yeux brillaient d'une détermination tranquille. Claire, qui semblait déchirée entre loyauté familiale et responsabilité professionnelle. Et Victor, dont la rage contenue tendait chaque muscle du visage. « Une semaine, répéta-t-il fermement. « Et si je ne trouve pas, vous ferez ce que bon vous semble. » Claire acquiesça lentement. « D'accord, une semaine. » Victor frappa du poing sur une table, faisant sursauter plusieurs fioles. « C'est de la folie. Le Conseil n'acceptera jamais. »« Le Conseil n'a pas le choix, » répliqua Claire. « À moins que tu préfères un procès qui étalerait nos affaires familiales en public, je doute que nos actionnaires apprécient. » L'homme les toisa un moment, puis tourna les talons et quitta le laboratoire. D'un pas furieux, lorsqu'ils furent seuls, Claire serra brièvement l'épaule de son frère. « J'espère que tu sais ce que tu fais. »« Moi aussi, » murmura Mathieu en fixant le flacon d'aube éternelle qui semblait presque luire dans la pénombre du laboratoire. Juliette s'approcha, sa présence apportant un calme étrange dans la tension ambiante. « Il faut que je vous montre quelque chose, » dit-elle. « Mais pas ici. C'est trop risqué. »« Risqué ?» s'étonna Mathieu. « De quoi parles-tu exactement ?» Les yeux de Juliette se posèrent brièvement sur la porte par laquelle Victor venait de sortir. « Je crois que votre père a découvert quelque chose. Quelque chose que certaines personnes préféreraient garder secret. » Elle baissa encore la voix. « Rendez-vous demain à l'aube au jardin des Tuileries, près de la fontaine Médicis. Apportez le carnet, mais laissez le parfum ici. Il est plus en sécurité dans le coffre. » Claire les observait perplexe. « Juliette, si tu sais quelque chose, demain, » coupa la jeune femme, « tout s'expliquera demain. » Elle quitta le laboratoire, laissant derrière elle une légère trace de son parfum, une fragrance que Mathieu n'arrivait pas à identifier mais qui éveillait en lui un sentiment d'urgence et de mystère.
Tu lui fais confiance? Demanda Claire une fois qu'ils furent seuls. Mathieu referma délicatement le coffret contenant le précieux flacon et le replaça dans le coffre-fort. « Je ne sais pas, admit-il. Mes pères lui faisaient confiance, apparemment. »« Victor ne te laissera pas faire, » avertit Claire. « Il a trop investi dans ce lancement. »« Victor a toujours été plus intéressé par les chiffres que par les parfums, » remarqua Mathieu. « Je me demande pourquoi père l'a gardé si longtemps. » Claire hésita avant de répondre. « Il y a des rumeurs, des accusations de manipulation. Financière, rien de prouvé, mais... » Un bruit de verre brisé les interrompit. Ils se tournèrent d'un même mouvement vers l'entrée du laboratoire, mais le couloir était vide. Seul un courant d'air faisait vaciller les flammes des bougies qui éclairèrent l'escalier. « Nous devrions remonter, » suggéra Claire. « Les invités vont se demander où est passée la directrice. » Mathieu acquiesça, mais alors qu'il s'apprêtait à quitter le laboratoire, son regard fut attiré par un détail sur le bureau de son père, une photographie qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle montrait Antoine Lenoir avec une femme que Mathieu ne reconnaissait pas, tous deux souriant devant ce qui semblait être un champ de lavande en Provence. Au dos de la photo, une inscription « Grasse 1989 ». Le secret est où tout a commencé. Mathieu glissa discrètement la photo dans sa poche, un frisson parcourant son échine. Il venait de comprendre que ce qui avait commencé comme une réconciliation familiale pourrait bien se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. L'aube teintait Paris de rose lorsque Mathieu arriva aux Tuileries, le carnet serré et contre sa poitrine. La fontaine Médicis se dressait silencieuse, ses eaux immobiles reflétant le ciel naissant. De Juliette, nulle trace. Après 20 minutes d'attente, l'inquiétude commença à l'envahir. Il composa son numéro, messagerie instantanée. Un mauvais pressentiment l'étreignit, alors qu'il relisait pour la 100e fois la mystérieuse phrase de son père. « L'ingrédient final manque. Seul celui qui comprend que le parfum est mémoire pourra le trouver. » Son téléphone vibra. Un message de Claire. « Victor a découvert que tu as emporté le carnet. Il est furieux. » Juliette a disparu. Le sang de Mathieu se glaça. La photo trouvée dans le laboratoire lui revint en mémoire. Grasse, 1989. Le secret est où tout a commencé. En moins d'une heure, il était à la gare de Lyon, montant dans le premier TGV pour le sud. Les paysages défilaient, tandis que son esprit bouillonnait. Qui était cette femme sur la photo? Avec son père, pourquoi Juliette n'était-elle pas venue au rendez-vous? À Grasse, capitale mondiale du parfum, Mathieu se rendit directement à la propriété familiale abandonnée depuis des années, une bastide provençale entourée de champs de fleurs autrefois florissants. C'était ici que tout avait commencé, 4 générations plus tôt. La maison semblait figée dans le temps. Poussant la porte grinçante, Mathieu sentit immédiatement que quelqu'un était passé récemment. Une légère perturbation dans la poussière, une fenêtre entr'ouverte. « Vous êtes en retard !» dit une voix derrière lui. Il se retourna vivement. Juliette se tenait là, un bleu sur la joue, mais le regard déterminé. « J'ai essayé de vous prévenir. Victor a des hommes à Paris qui me suivaient. »« Que se passe-t-il » demanda Mathieu. « Pourquoi tout ce mystère ?» Pour toute réponse, elle lui tendit une clé. Le sous-sol. C'est là que votre père gardait son véritable laboratoire, celui que personne ne connaissait. Dans les profondeurs de la maison, derrière une fausse cloison, ils découvrirent une pièce éclairée par des lucarnes poussiéreuses. Des étagères croulaient sous les flacons et les carnets. Une distillerie artisanale trônait au centre. « Votre père travaillait sur quelque chose de révolutionnaire », expliqua Juliette en ouvrant un classeur. Une méthode d'extraction permettant de capturer non seulement l'odeur, mais l'essence émotionnelle des souvenirs. Mathieu parcourut les documents, stupéfait. « C'est impossible. »« Il a réussi, » affirma-t-elle, « mais Victor l'a découvert et a vu le potentiel commercial. Imaginez, vendre littéralement des souvenirs embouteillés. Quand votre père a refusé de commercialiser cette technique, jugeant les implications éthiques trop graves. Un bruit de moteur au dehors les interrompit.
Des phares balayèrent les murs. « Victor !» murmura Juliette. « Il a dû nous suivre. » Mathieu saisit rapidement le classeur et fouilla frénétiquement les étagères. Son regard s'arrêta sur un minuscule flacon étiqueté simplement 1989, l'année de la photo. Des pas résonnaient dans l'escalier. Mathieu déboucha le flacon et une fragrance enveloppante emplit l'air. Lavande, soleil chaud, mais aussi quelque chose d'indéfinissable, une émotion pure. « C'est ça !» s'exclama-t-il. « L'ingrédient final n'est pas un composant chimique, c'est un souvenir. » La porte s'ouvrit violemment. Victor apparut, flanqué de 2 hommes. « Bien joué, Mathieu, dit-il avec un sourire froid. Tu as trouvé ce que je cherchais depuis des années. La formule ne vous appartient pas, répliqua Mathieu en reculant. Elle appartiendra à celui qui la commercialisera, rétorqua Victor en s'avançant. Ton père était un rêveur vivant dans le passé. Moi, je vois l'avenir. Un coup sourd retentit et Victor s'effondra. Derrière lui se tenait Claire, un objet lourd à la main. Personne ne touche à l'héritage de notre père, déclara-t-elle, et fermement. 3 mois plus tard, la Maison Lenoir lançait Mémoire d'aube, un parfum qui prit le monde par surprise. Non pas commercialisé en masse, mais créé sur mesure pour chaque client, incorporant l'essence de leurs propres souvenirs. Heureux, dans le jardin restauré de la Bastide de Grasse, devenu le nouveau centre créatif de l'entreprise, Mathieu contemplait les champs de lavande ondulant sous la brise. Juliette s'approcha, portant 2 verres de vin rosé. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'asseyant près de lui. « À mon père » répondit-il. « À combien il serait fier de voir que nous utilisons sa découverte pour aider les gens à préserver leurs moments les plus précieux, pas juste pour vendre des flacons. » Il sortit de sa poche le petit flacon 1989 qu'il conservait toujours. J'ai finalement compris ce qu'il avait capturé. C'était le jour où il a rencontré ma mère, ici même, dans ce champ. Le parfum n'était jamais inachevé. Il attendait simplement que je comprenne que sa véritable essence était l'amour. Juliette sourit, ses yeux reflétant le soleil couchant. Et maintenant ? Mathieu contempla l'horizon, où le ciel se parait des mêmes teintes rosées que l'aube éternelle. « Maintenant, nous créons nos propres souvenirs à capturer », murmura-t-il en prenant sa main, tandis que le parfum du crépuscule provençal gravait en eux l'essence même de cet instant parfait. Vous avez aimé cette histoire ? Abonnez-vous pour découvrir d'autres aventures envoûtantes. Partagez vos souvenirs les plus précieux en commentaire et dites-nous quel parfum pourrait les capturer.